Bonsoir à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va encore une fois parler de Bitcoin, principalement beaucoup de données Glassnode, beaucoup d'analyses on-chain sur un petit peu ce qui se passe. Là, c'est le week-end, on est en légère hausse, mais plutôt latéralisation sur le moment. Donc voilà, on va passer tout de suite en partage d'écran. Donc au niveau de la charte du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien de bien nouveau, sincèrement. On attendra vraiment de casser ici cette trendline, là ici, la borne haute du biseau en élargissement descendant, pour vraiment prendre une décision éventuellement sur voilà, la direction, on va dire. En tout cas, ça sera déjà un bon signal que de casser éventuellement cette trend. Pour l'instant, cette trend, elle a deux touches. Elle peut tout à fait nous repousser, hein, bien entendu. Et à ce moment-là, ça sera redescente sur un point plus bas. C'est tout à fait une possibilité. Donc voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sinon à part ça? Eh ben, je voulais expliquer aussi, et ça, bon, j'ai l'impression de me répéter, mais finalement, on est ici, en tout cas, c'est le scénario qui semble se profiler pour le moment dans une running flat. Il est possible que cette flat se transforme en flat étendue en descendant plus bas et en revenant ici dans la zone de rechargement de longue à long terme, c'est-à-dire celle depuis mars 2020. À partir de là aussi, on est en train de confirmer, là je vais nettoyer un petit peu pour vous montrer ça, on est en train de potentiellement confirmer cette épaule tête épaule qui a cassé là et qui nous donnerait une target ici au 28 000 ou alors au 15 000. Est-ce que cette épaule tête épaule est obligée d'aller toucher ses objectifs? Non. Néanmoins, c'est quand même relativement une force voilà, vers le bas qui pourrait éventuellement pousser le prix jusqu'à cette zone-là. Et là, il y aurait quand même une convergence, effectivement, entre ce que nous dit, on va dire, le chartisme et ce que nous dit les Fibonacci de retracement, etc. Enfin, tout ce qui est zone de rechargement, etc. Néanmoins, très belle défense du prix ici à 33 000. Ici, on l'a vu sur cette bougie-là. Et si on se met en 30 minutes, c'est une des plus grosses bougies depuis octobre qu'on ait eu en volume. Donc, il y a potentiellement quelqu'un ou un groupe de personnes qui ne veut pas qu'on passe sous ce niveau-là. À partir de là aussi, je vous avais expliqué que au niveau des données on-chain, et c'est ce qu'on va peut-être aller voir maintenant, et ensuite on reviendra faire l'order flow, et ensuite on reviendra faire un petit tour sur le prix pour donner une direction à court terme. On va aller voir Glassnode maintenant. Alors, Glassnode, alors ça, c'est un graphique qui est, comment dire, pour comprendre, en fait, voilà. Donc c'est la short-term supply realized price. Ça veut dire quoi? C'est en gros les holders de moins de 5 mois quand ils sont sous l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont en perte. Et là c'est le cas, hein, vraiment. La plupart des holders de moins de 5 mois, bien sûr, sont en perte actuellement. Assez souvent, comment dire, cette droite agit comme le fait de, elle repousse en fait, voilà le prix. Pourquoi et c'est quoi le mécanisme psychologique de ça? Et là, vous voyez, les ronds rouges, c'est quand on passe dessous. C'est quoi le mécanisme psychologique de ça? Il est très simple, c'est que ces mecs-là se disent ah bah merde, j'ai pas investi au bon moment, voilà, j'ai fait une connerie. Et donc du coup, quand l'offre revient à un point où ils sont à break-even, et ben du coup ils vendent et donc ça fait rebaisser le prix à nouveau. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez difficile de dire si maintenant tout de suite on a un bottom ou pas. On s'est fait repousser là une première fois. Ici, vous voyez qu'on va probablement remonter pour essayer de retoucher cette droite. Donc c'est une donnée que je suivrai de près pour vous dire ce qu'il en est. Ici, en fait, c'est les volumes de transfert qui vont être, donc ça se fait en journée, hein, c'est chronologique. Les volumes de transfert entre 10 et 100 000 dollars, ça représenterait un petit peu plus, on va dire, les retail, hein, c'est-à-dire les petits portefeuilles, voilà. Là, on voit que la tendance ici, elle était forte, il y avait une forte accumulation là, et puis depuis, on est sur une tendance baissière. Donc assez peu de retail, finalement, depuis... comment dire, janvier 2021. Voilà, enfin une forte baisse des retail et principalement ici sur ce dip, on n'a pas vu beaucoup de retail revenir à nouveau. Ici, il y a eu un afflux de capitaux ici à cet endroit-là. Voilà, ça c'est pour expliquer aussi. Alors ça c'est plus encourageant, c'est la même chose mais pour les volumes à plus de 10 millions de dollars. Et là on voit qu'en fait à chaque fois on est quand même sur une trend qui est haussière quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que les whales ici, enfin les gros portefeuilles sont plutôt ceux qui ont la main on va dire. En fait, il y a eu un très gros inflow ici, il y a eu un très gros des très gros volumes de transfert ici sur ce pic-là, mais depuis on a eu un volume plus haut ici, et on a là ici des volumes qui sont quand même à l'accumulation, si on peut dire ça comme ça, voilà. Donc, ça veut dire que là,
entre guillemets, 45% des volumes de transactions étaient à plus de 10 millions de dollars, ok? Celle-là, elle est très intéressante aussi, et j'aime bien la montrer, mais là, elle est plus actuelle, donc du coup, ça me permet de faire une actualisation, justement. Ça, c'est l'offre illiquide, c'est-à-dire que Glassnode arrive à classifier les portefeuilles en fonction de leur comportement, et quelqu'un qui n'a jamais dépensé plus de 25% de son bag de Bitcoin est classé dans l'offre illiquide. Donc, en fonction de ça, bien sûr, ils font le tri entre les exchanges et l'offre souveraine, c'est-à-dire l'offre qui appartient à des particuliers ou des entités, voilà. On voit qu'ici, l'offre illiquide était fortement en train d'augmenter en 2017 et que d'un coup, elle s'est complètement, elle est complètement revenue à un point bas, si vous voulez. Et on est en général, comment dire, on repart, voilà, dans des tendances haussières quand l'offre illiquide réaugmente, c'est-à-dire quand elle réaccumule, d'accord? Là, il y a eu un arrêt de l'accumulation juste avant le dernier ATH. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui est un petit peu, comment dire, ce qui a un petit peu aussi bloqué le prix à un certain moment, hein, voilà. Et puis là, ici, donc, comment dire, c'est l'offre en fait. Et puis là, on est dans une période de réaccumulation au niveau de l'offre illiquide. Donc ça veut dire que sur ce dip-là, sur cette descente-là, et vous voyez même il y a une spike à la fin, là, voilà. Sur cette descente-là, les gens qui sont des holders sont en train d'accumuler, bien évidemment, et ils font du DCA ici sur la descente. Donc, chart très intéressante et très importante à comprendre aussi. Ça, et c'est peut-être, on va dire, la plus boule de la journée, enfin de la vidéo, c'est l'accumulation par les whales. Alors là, c'est pareil, en fait, ça a été filtré, c'est-à-dire que, vous savez, souvent, moi, je vous montre les adresses à plus de 1000 BTC, etc. Donc les baleines, hein, à partir de 1 à 100 000 BTC, vous êtes une baleine. De 1 à 5, une petite, et puis au-dessus de 5, une baleine à bosse. Et donc du coup, là, on voit que sur ce dip-là, donc les vraies baleines se décident enfin à racheter. C'est-à-dire que là, comment dire, on a nettoyé tout ce qui était portefeuille d'exchange, etc. et tous ceux qu'on connaissait, voilà, on les a, pour les portefeuilles qu'on connaît, ça, on l'a nettoyé. Et ici, on voit que les baleines réaccumulent fortement sur ce point bas ici. À quel moment comment dire, à quel moment déjà la tendance s'est inversée? Vous voyez qu'elle s'est inversée cet été. Vous voyez qu'on a eu le même type de comportement ici sur ce up là au moment où en fait le prix repart là cet été. Là, il y a une forte réaccumulation des baleines. Ensuite, sur toute cette montée, ça réaccumule et depuis, c'était sur la descente là. C'est-à-dire que tout ça, c'est fait sans les liquidités des baleines, sans les achats des baleines, on va dire. Voilà, c'était plutôt une distribution pour eux. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que tout ça était quand même plutôt un short squeeze quoi sur la base avec assez peu de demandes on va dire institutionnelles au spot et là on a vraiment un retour ce qui en général semble aller dans le sens en tout cas d'une fin de bear market ou en tout cas d'un bottom provisoire ici puisqu'on a une forte volonté d'achat. Donc quand je vous explique et on va peut-être passer là-dessus d'ailleurs quand je vous explique toutes les je sais plus où il est Wyckoff mais on va le trouver. Voilà, toutes les patterns de Wyckoff qui peuvent se passer. Et là, je vais juste masquer l'écran une seconde, le temps de vous trouver une autre charte, parce que ça me fait penser à ça. Donc, je vous la trouve tout de suite. Hop. Ouais. Voilà. Tac. Excusez-moi, une petite seconde. Voilà. Ok, on y est. Tac, tac, tac. Donc, je repasse en partage, c'était juste pour pas vous montrer tous mes documents et tout, voilà, machin. Donc du coup, ça c'est les types d'accumulation de Wyckoff, les types la tête que peut prendre toutes les formes d'accumulation de Wyckoff. Je sais pas si j'ai déjà montré cette charte, mais voilà. Donc vous voyez que ça peut être une épaule tête épaule inversée, une tasse séance, un double bottom. Moi c'était plutôt mon sentiment au départ, un descending wedge, biseau descendant ou un ascending channel, pardon. Et donc du coup ici, en fait, ce qu'on voit là sur cette charte, c'est que potentiellement, alors encore une fois, je parle d'un potentiellement, on serait peut-être en train de dessiner une épaule tête-épaule inversée, si on est bien dans une pattern de Wyckoff. Pattern de Wyckoff, pour faire simple, en fait, c'est une zone d'accumulation par les traders avertis sur les traders agressifs et les traders moins avertis. Et donc du coup, en fait, c'est un passage de témoin des mains fortes aux mains faibles, en fait. Voilà, pour dire avec une capitulation des mains faibles, de par une
une baisse du prix. Donc, dans cette pattern-là, on veut accumuler pendant le plus longtemps possible, aspirer toute l'offre disponible par les mains faibles. Ici, pour le coup, c'était les short-term holders que je vous montrais tout à l'heure. Et potentiellement, comment dire, à partir de là, ça a changé de main. On ne pense pas que le prix va repartir, mais il repart parce que toute l'offre a été aspirée. Et donc, c'est la raison. La demande est supérieure à l'offre, donc le prix monte. Et à ce moment-là, comment dire, il est tout à fait sain que ceux qui ont lâché leur Bitcoin plus bas veuillent les racheter plus haut. Donc, ça crée un cercle vertueux de redépart et ce qu'on appelle un rallye haussier. Voilà. En gros, ici, et c'est ce que je vous montrais sur la charte de tout à l'heure, eh ben, on pourrait potentiellement être sur une épaule tête-épaule inversée. Vous voyez que le deuxième test ici en phase B, ici, a craqué en fait. Hein. C'est-à-dire que ici, là où on aurait pu revenir, comme c'est le cas là ici sur cette charte, vers le haut du range, en fait, on l'a pas fait. Les mains faibles ont encore plus capitulé, ce qui arrange, on va dire, les accumulateurs, puisqu'on est à des niveaux de prix qui sont plus bas. Et là, on pourrait éventuellement commencer un premier rallye jusqu'au 52, où on peut s'arrêter au milieu hein, aussi, on peut s'arrêter au 44, hein, c'est pas un problème du tout. On redescendrait pour détruire l'espoir de ceux qui pensaient qu'on repartait, qui avaient acheté là. Donc à nouveau, on redescendrait de manière à... Enfin, on se débrouille à faire baisser le prix. Ici, éventuellement, ce qu'on appelle un spring, c'est-à-dire un endroit où ça range, soit au milieu du range, au niveau du point de contrôle, soit en bas ici. C'est possible aussi de venir retester ici les 33, d'accord ? Que ça soit plus haut ou plus bas. Hein. En général, ça a l'air, c'est assez souvent un petit peu plus haut parce que le fait que ça soit un tout petit peu plus haut caricaturise, enfin signifie, comment dire, marque le fait que va avec le fait que quasiment toute l'offre est aspirée ici, d'accord. Ici, on refait un rebond, on fait une fausse sortie, c'est-à-dire que ici, tout le monde pense que c'est une nouvelle ATH et compagnie, etc. Et en fait, le prix se retourne et back up to the creek, ça s'appelle, c'est-à-dire retourne dans la zone, retourne. Ici, on avait sauté au-dessus du ruisseau, et là, on retourne de l'autre côté de la rive. Et puis là, en fait, c'est là que le prix part soudainement. Voilà. Donc peut-être une épaule, tête-épaule inversée. Bon, je dis ça après, bon, je dis ça en amont, hein, bien sûr, mais voilà. En tout cas, il y a bien sûr, et là on va y avoir l'order flow, il y a bien sûr des shorters à squeezer ici à ce stade. Donc qu'est-ce qu'on voit là ici on voit ici des ordres qui ont disparu et qui se sont rajoutés. Alors, il faut que je vous explique là la notion de spoofing. Qu'est-ce que c'est le spoofing? Normalement, c'est interdit sur les marchés, mais c'est possible ici sur BTC. Le spoofing, en fait, tout simplement, c'est le fait de mettre des ordres qui sont fictifs, c'est-à-dire les mettre et puis les retirer quand on a eu ce qu'on voulait. Là, en l'occurrence, par exemple, ça peut déterminer de la force à cet endroit-là. Donc, ça peut, comment dire... faire acheter les gens, voilà, on va dire leur dire ou ceux qui voulaient shorter ou ceux qui voulaient prendre profit plus bas, leur dire de toute façon là il y a un mur, on n'ira jamais en dessous. Et normalement sur les marchés c'est interdit, mais BTC qui est un marché totalement libre, sur BTC ça arrive assez souvent qui est bien sûr du spoofing. Qu'est-ce qu'on a là dans le court terme? On n'a pas énormément de choses sincèrement ici à l'achat. Bon, quelques ordres quand même, mais voilà. Et à la vente, on commence à avoir des ordres qui s'amassent un petit peu. Alors, il faudrait regarder sur tous les exchanges pour voir exactement, mais c'est on est à peu près dans la même situation que hier. Vous comprenez aussi que le spoofing, ça peut être aussi des ordres ici, comment dire, au-dessus. Hein. Au-dessus, ça va vous dire ne rentre pas en longue. Regarde, il y a tellement un mur de vente qu'il ne faut pas que tu rentres en longue. Du coup, les gens vendent et ça permet à celui qui a mis le spoofing d'amasser, en fait, d'acheter cette liquidité qui est à la vente à cause de cet énorme mur d'acheteurs que vous voyez souvent dans les exchanges. Je ne sais pas si vous voyez dans les exchanges, vous voyez le carnet d'ordre qui bouge, etc. Là, vous vous dites « Ah, je vends » et en fait, c'est juste un mec qui vous attrape par en dessous et qui attrape toutes les liquidités juste avant le mur. Il a besoin de liquidité pour fill sa demande tellement il est gros et donc du coup, il va utiliser le spoofing pour ça. Voilà. On va passer sur l'open interest maintenant. Donc oui, BTC c'est mieux. Là on est donc sur Binance, donc c'est bon. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà ça c'est très bon. Vous voyez que les deux droites ici se croisent littéralement, d'accord, là-dessus là. Voilà.
Ici, vous avez les deux croises, vous avez les deux lignes entre longue et short qui se croisent, et ça c'est très bien. Ensuite, vous avez un spike ici sur l'open interest, donc à cet endroit-là, là. Là, je l'ai pas mis à jour hein, le truc, mais il faut comprendre, voilà. On était sur un funding qui était en train de remonter et qui ensuite est descendu. Donc ce spike est dû à une majorité de shorters quand même, mais vous voyez que comme l'open ici est remonté et là c'est remonté et on a fait remonter le funding ici aussi, on peut penser il y avait ici des positions à prendre en dessous, c'est-à-dire là, d'accord? En général, et c'est ce que je vais vous montrer, je vais d'abord vous montrer d'ailleurs comment dire, le high block, c'est-à-dire les niveaux de liquidation de fort levier, et vous allez comprendre un petit peu l'histoire. Donc ça, c'est les liquidations en fort levier. Et vous voyez que ici, le prix était bien, etc. On était en train de casser un petit peu ce mini range qu'on avait fait depuis 2-3 jours, je crois. Hein, ouais, c'est ça, 2 jours. Cette espèce de mini range dans le range, le prix latéralisait beaucoup, etc. Il y a quelqu'un qui a ouvert ces deux grosses positions ici. Vous voyez, 109 millions, 109,26 millions et 109,26 millions. Donc c'est probablement la même personne qui a divisé sa position en deux, la moitié en levier x25 et la moitié en levier x50. Et vous voyez que dès l'ouverture de cette position, le prix s'est retourné tout de suite. Et là, c'est là qu'on comprend la force des market makers, c'est-à-dire de ceux qui sont payés pour aller chercher le prix. En fait, on est tout de suite allé chercher ces niveaux de prix parce que les positions sont relativement grosses. Hein, on parle de 109 millions. Vous voyez que c'est assez rare qu'on ait des grosses positions comme ça. On a d'ailleurs ces mecs-là à venir chercher s'ils n'ont pas pris profit depuis hein, parce que iBlock ne dit pas qui a pris profit, etc. Là, j'ai mis en tiers 2. Vous voyez que d'habitude, on est plutôt sur des gros nuages parce que je voulais vraiment vous montrer pile poil ces deux petits ronds là, enfin ces deux gros ronds. Qu'il fallait tout de suite venir chercher. Donc là, le prix a tout de suite choisi cette direction-là. En plus, il est aidé par les gens on va dire, qui scalpent ou alors qui swing, c'est-à-dire qui font des trades assez courts en temps. Plutôt même, c'est même pas du swing là, ça serait du day trading, on va dire. Donc soit du scalp, soit du day trading, en fonction du funding et en fonction des liquidations, ce qui est parfois mon cas quand j'ai envie de passer la journée devant l'ordinateur et de faire de l'argent. Du coup, je fais ce type de trade où on cherche justement où va aller le prix en fonction des gros niveaux de liquidation à venir chercher. Et puis à partir de là, c'est des trades qui sont assez courts dans lesquels on est assez facilement fil. Donc voilà, tout de suite, le prix se retourne, bam, il fait moins 2% exactement si vous regardez. Et donc du coup, c'est tout simplement comment dire, à moins 1%, on est allé chercher le x50 et à moins, comment dire, moins 1%, à moins 2%, on est allé acheter le x50 et à moins 1%, on est allé chercher le x100. J'ai un peu de mal aujourd'hui, désolé. Et donc, du coup, on continue sur les options. Les options, le prochain niveau d'option sera le vendredi 4 février. Un open interest de 15 000 bitcoins, ce qui est pas énorme comparé à ce qu'on a eu jusque-là. C'est normal, c'est le début de mois. Max Pain Price à 37 000, globalement, entre les deux spikes, là, donc entre 36 et 39. Entre 36 et 39, les vendeurs d'options seront contents. On va juste vite fait regarder parce que ça m'intéresse les niveaux d'options pour le 25 février, donc fin de mois. Vous voyez qu'on est déjà une trentaine de milliers de bitcoins. Max Pain Price à 40. Mais pour l'instant, on va se focuser sur le court terme, donc ce vendredi. Donc du coup, je vous ai fait les liquidations, je vous ai fait le carnet d'ordre, je vous ai fait l'order flow plus ou moins. Vous voyez que sur l'order flow, là du coup, on avait un fort niveau de short. Vous voyez, beaucoup d'open interest, un funding négatif, un spike même sur le funding ici au moment de l'ouverture des contrats. Donc il fallait venir chercher ce niveau-là. Et on va voir de combien on est venu le chercher, si c'est fini ou pas. 2%, voilà. Donc vous voyez, ici on vient nettoyer ce mec là, et ensuite à la baisse on vient nettoyer celui qui a ouvert deux grosses positions. Ça correspond à cette bougie qui est là. Tac, d'accord. Donc voilà. À partir de là, à l'instant T, bon là on est en 5 minutes, on va peut-être passer dans des time frames un peu plus grandes. Eh ben non, parce que ça plante. Hop. Allez, hop. On va regarder un petit peu en 30 minutes qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous voyez que le funding est complètement flat, c'est le week-end, hein, donc voilà, c'est tout à fait normal. Et dès qu'une grosse position s'ouvre, pour le coup, les market makers, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les marchés en ce moment, se font un plaisir de venir cueillir ces personnes-là. Là, on voit qu'on est plutôt sur un funding qui est négatif, donc plus de shorters en ce moment, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, l'open interest reste relativement stable, autour de 6,5 milliards.
sur la totalité des exchanges avec cette petite bosse là, mais qui s'est tout de suite résolvée en fait très rapidement. Vous voyez l'idée un petit peu, hein. Donc là, on a reseté. Maintenant, c'est bon, le prix peut faire sa vie, sauf ouverture de grosses positions. Voilà. Donc on a pris ça, on a pris ça, on a pris ça. On va regarder rapidement peut-être les news. On va pas faire de Glassnode. On va regarder si notre baleine numéro 3 là, elle a acheté quelque chose ou pas. Ah oui, je crois que ça, la dernière fois, je crois que j'avais fait le point, c'était à 160 BTC. Donc elle a acheté à 36, 36 et 37. Et pour un total de à peu près 1400 BTC. Donc grosse accumulation par l'adresse numéro 3 des baleines, on va dire. Voilà. Est-ce que le premium grayscale est remonté? Non, il est très mauvais, moins 28. Donc premium grayscale, on va le regarder souvent maintenant. C'est un petit peu la demande institutionnelle pour Bitcoin à l'instant T. Donc du coup, ça nous permet de savoir est-ce que les institutionnels reviennent ou pas sur ce marché. Alors c'est pas une donnée hyper fiable parce que maintenant les institutionnels ils peuvent rentrer sur les ETF, ils peuvent rentrer sur des tas d'autres choses, mais néanmoins je trouve ça intéressant de le regarder parce que Grayscale a quand même 4% du total des bitcoins, donc du coup c'est vraiment comment dire c'est vraiment quelque chose d'important à regarder, voilà. Là, Green Push expose devenu conflit. Il y a des conflits d'intérêts apparemment sur le Green Push de. Donc ouais, en gros, ouais, bon, ça nous dit que on sait pas trop où ça va aller, quoi, cette histoire. Euh, Biden, non, non, machin, non, rien de bien méchant. Le leader d'Apple, McDonald's, qui parle de l'inflation. On va voir. Et Ukraine Weekends Army train Atlas Defense against Russia. Voilà, ça, c'est carrément, c'est la dernière défense là maintenant. Ça y est, on est. Ouais, bon. Ok, bon, je ne fais pas de politique sur ce channel. Le Covid, bon, pour l'instant, on va passer. Ici, Coindesk. Ouais, rien de bien spécial. Ça. Market Watch, on a des choses ou pas? Non, rien de spécial. Gros profit, bien sûr, pour Tesla. Bon, bah ça, on s'en doutait. Donc c'est marrant, en fait, il y a quand même un paradoxe où finalement les GAFA, Tesla, la tech, etc., n'a jamais fait autant de profit, en tout cas pour les gros. Et à contrario, il y a un gros sell-off sur la bourse. Donc je pense que le marché va quand même comprendre que il a surréagi un petit peu à cette narration de la Fed, etc. En tout cas, c'est mon avis. Là, ici, à revenir sur BTC, dans l'immédiat, bah, là, c'est le week-end, donc on va juste aller chercher des liquidations. Ça va être que ça tout le week-end. Peut-être un retour ici en haut de range, pourquoi pas. À ce moment-là, ça nous ferait un contact avec... enfin, en haut de range, c'est pas un range établi, mais moi, c'est celui que j'ai posé. Vous voyez que j'ai posé cette borne ici et j'ai posé cette borne-là. Bah, dès qu'on a fait ce selling climax, là, cette espèce de grosse bougie de vente. Donc peut-être un retour en haut de range. Est-ce qu'on va se faire rejeter ou est-ce qu'on va passer cette droite? C'est un petit peu ça la question. Vous voyez que là, on a la ligne d'axe de tout le mouvement, et ici, on a la ligne d'axe de tout le biseau, en fait, hein, qui est là. Donc, pour l'instant, on tient bien cette ligne d'axe ici. Ce faisant, on a carrément même créé un deuxième biseau descendant dans la grande figure du biseau descendant. Donc, du coup, bah, ça serait pas mal qu'en latéralisant, on la casse, voilà. Et puis, au moins qu'on vienne la retester. Et puis, ensuite, peut-être qu'on cassera ce range du premier coup, sans vraiment redescendre à la borne. Pour moi, ce que je vois, parce que moi je traite beaucoup les liquidations, etc., c'est qu'il y aura un dip, hein, il y aura un dip, comment dire, on va revenir dans le bas du range pour moi. En tout cas, sur les liquidations, il y a quand même un petit peu de monde à prendre et qu'on n'a pas pris là ici sur cette montée. Donc, pour moi, il y a des bonnes chances, si on y va bientôt là, si on, par exemple on monte assez rapidement, qu'on se fasse peut-être rejeter ici, retour ici éventuellement au 35 500, quelque chose comme ça, et que là on casse enfin par la latéralisation et avec une vraie bougie, avec du volume, cette espèce de biseau qui est là. Je ne vois pas un retour sur la ligne d'Axe, en tout cas pour le moment j'ai pas les informations qui me disent
que ça va être le cas. Ça pourrait l'être au sens où, oui, effectivement, il doit y avoir pas mal de gens qui ont garé leur stop là, ici dessous. Donc peut-être qu'on aura besoin de faire une petite mèche, effectivement, et puis de repartir, hein, c'est possible aussi. Tout dépendra un petit peu de la psychologie des marchés, et puis de qu'est-ce que va faire ces mecs-là qui ont défendu le prix là ici à 33. Est-ce que c'est un très gros portefeuille qui a placé un très gros trade et qui a envie de le protéger? Est-ce que c'est les MicroStrategy, Tesla et compagnie qui ont acheté à peu près dans les 30 000 et qui veulent protéger leur bilan, leurs frais d'achat, quoi, en gros, enfin voilà, protéger leur investissement et faire repartir artificiellement le prix? Est-ce que c'est, comment dire, un groupe de personnes, etc. C'est assez difficile de le dire. Pour l'instant, on sait que ça s'est fait en market buy sur Coinbase. Que c'était pas dans l'order book, donc c'est quelque chose où ils ont appuyé, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton, voilà. Donc c'est ça qu'on sait. Donc cette bougie de défense, elle est intentionnelle, comment dire. C'est pas quelqu'un qui voulait juste acheter et qui a été fill et qui a fait remonter le prix là ici. Non, il y avait une vraie volonté ici là pendant ce sell-off de ramener le prix vers le haut. Ce sell-off, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Si on vous dit il est arrivé pendant la bourse et la bourse faisait un recover, non, c'est pas vrai. C'est arrivé avant, c'est arrivé à 14 heures, donc c'est pas vrai. Ce sell-off là qui a eu lieu, il a eu lieu très rapidement il a eu lieu sans l'aide de la bourse, sans l'aide de personne. Vous voyez, on était. Attendez. Là, du coup, il s'est décalé. Où on était? Ouais, on était là, voilà. Là, ici, sur cette bougie, c'est ça, ouais, sur le sell-off. Donc, vous voyez que la bougie, elle est toute petite ici et qu'elle a lieu à 14 heures, d'accord? Ici aussi, pendant le discours de Powell, énorme bougie pendant que le prix faisait ça. Donc là, c'est pareil, il y a quelqu'un qui a dit maintenant, ça s'arrête, maintenant là, on remet la musique et c'est reparti. Est-ce qu'il va réussir son plan? Grosse question. Est-ce que là, cette fois-ci, il a les moyens de bloquer le prix à nouveau? Deuxième question. Troisième question aussi, quels sont les intérêts des autres pour, si on vient retester cette dernière frontière, on va l'appeler comme ça, et faire un double bottom, quels sont, de qui va être aidé, et est-ce que quelqu'un a intérêt ici à descendre plus bas ou pas, ou est-ce qu'on a aspiré toute l'offre, on va dire, des mains faibles? Donc ça, c'est les grosses questions qu'il faut se poser en ce moment. C'est pour ça que j'étudie beaucoup, moi, les données on-chain, etc., pour essayer de comprendre où on en est sur l'accumulation. Là, comment dire, il y a rien qui nous dit qu'on peut pas aller à 24 là, ou 28 ou 27, etc. Ce que je vous dis, c'est simplement des probabilités en fait. Voilà, hein. Moi, je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que va être le bottom, qu'est-ce que va être le niveau de prix. Celui qui arrive en disant, par contre, je pense qu'il y a des signes de bottom ici. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Voilà, la probabilité pour qu'il y ait des signes de bottom ici, à mon sens, et de ce que je vois moi, est quand même plausible. Voilà. Donc à partir de là, soit c'est on casse maintenant, soit c'est on retape le haut du range tout en se cassant la tête sur cette droite. On redescend, on revient faire un retest des 35 et on repart. Soit une fausse cassure du range ici, là, parce qu'en fait, tout ça, c'est des histoires de sentiments, hein. Il faut que le prix fasse peur à la majorité, hein. Donc on fait une fausse cassure du range ici, là. Donc du coup, ça permet d'accumuler en plus ici, là, comment dire, tous les gens qui se seront basés sur ce range pour déterminer des points d'entrée-sortie qui auront mis leur stop là ici. Donc là, à ce moment-là, on crée un peu d'offres à racheter ici aussi. Là, potentiel sell-off ou pas. S'il y a un sell-off, les market makers vont l'aider de manière à prendre les niveaux qui sont garés là juste ici en dessous. Et puis ensuite, ça sera une mèche potentiellement assez rapide qui pourrait ensuite repartir comme ça. Par contre, là, cette bougie, elle est tellement impressionnante ici et le prix a tellement pas bougé, c'est-à-dire que ça a été racheté systématiquement, etc., que, comment dire, pour l'instant, si j'avais un trade, et c'est le cas, à l'abri là, ici, avec mon stop ici, je pourrais rester relativement confiant, on va dire, même si de toute manière ça pique, bah, c'est pas grave, vous perdez votre trade, hein, c'est pas du tout un problème. Mais si vous avez votre stop ici, vous êtes derrière à l'abri de quelqu'un qui a les moyens de vous aider. Voilà, c'est ça le concept. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Sur BTC, en tout cas, voilà, on pourra aller voir les marchés, mais c'est le week-end, ça sert à rien. Je crois que je l'ai fait hier, il me semble. Donc voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour sur Bitcoin. Dans l'idée, on n'a vraiment pas envie de passer dans cette zone, en fait, qui va être qui va être ici sous les,
les 33 parce que c'est aussi un gros creux de volume là ici, vous voyez, et que donc du coup, effectivement, cette zone de rechargement n'a pas été fill. Et peut-être que ça pourrait être le cas qu'elle le soit, et si ça va être le cas, ça peut durer longtemps, un moment où vraiment ça capitule littéralement, et que là, on fait une grosse accumulation pour combler tout ce business qui n'a jamais eu lieu dans cette zone. Et j'ai envie de dire que au final, remplir cette zone-là en entier de business ne serait pas une mauvaise chose en soi, hein. Ça permettrait de ne pas reposer toute une figure éventuellement plus grande sur un colosse au pied d'argile ici qui ne tient que sur cette petite jambe. C'est comme construire une énorme sculpture qui tient sur un fil de fer. C'est pas forcément sain et cette zone de business va être appelée à un moment donné à être fil. Donc autant qu'elle le soit maintenant pour les investisseurs long terme que nous sommes. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc soit et si à un moment donné on casse ce range, hein, puisque maintenant tout le monde est en train de voir un range, puisque vous savez que les gens qui ont assez peu de culture, on va dire chartistes, voient des ranges de partout, hein, dès qu'ils voient une droite, voilà. Bon, moi je vois une flat pour l'instant, et voilà, je sais pas pour l'instant ce qu'il en est, mais on a un range, tout le monde parle de range, donc voilà, ça me fait un peu rire. Et ben là, du coup, enfin, peu importe la terminologie, en fait, une flat ou un range, c'est pas le problème, c'est juste que pour moi, comment dire, voilà, un range, c'est établi, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, sinon, on parle de range probable, voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que on verra ce qui va se passer en fait à la cassure de ce biseau ou pas, hein, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Mettez-moi une bonne musique en commentaire, un truc YouTube que vous trouvez et que vous copiez-collez sur les commentaires et ça fera des commentaires sympas. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications et puis on se voit demain. À bientôt.